un des premiers TikTok, c'était un commentaire par rapport à quelqu'un qui avait dit qu'il avait eu la diabète après une recette. Donc, on s'est dit, oh mon Dieu, on peut pas faire ça. Caca, c'est excellent pour commencer. Exact. Mais tu sais, on était là, ce commentaire, il n'y a aucun bon sens. Mais TikTok, c'est une plateforme que la tonalité est tellement champ gauche qu'il faut comme s'essayer là. Puis je me rappelle même à l'interne, on était comme, oh mon Dieu, on fait ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, j'avais même des sueurs froides, là, je pense, avant qu'on le publie. Puis ça a été incroyable. On a eu, après ça, je pense, 30 000 abonnés dans les premières semaines. Fait qu'on a dit, OK, tu sais, il y a quelque chose là, on peut faire quelque chose, mais c'est un peu un chaos désorganisé. On y va vraiment selon les tendances, selon nous, qu'est-ce qu'on veut faire. Selon la réponse aussi, puis c'est pas mal ça. Puis le dernier qu'on a fait, ben c'est le fameux Slay Challenge. Puis je dis on, mais j'ai rien à voir là-dedans. C'est vraiment Ricardo et Alexandre, mais qui ont surfé sur une tendance, qui ont écrit un contenu original, puis ça a tellement performé. Tu sais, c'est Ricardo qui twerk presque. Là. Donc c'est vraiment c'est super à gauche, mais ça nous permet d'aller chercher des plus jeunes qui peut-être n'auraient pas pensé à cuisiner plus ou à apprendre un peu l'alimentation de ce côté-là. Puis on vient les chercher par une poignée qui est l'autodérision et l'humour, puis ça fonctionne bien. Et moi, si ce jeune-là, au final, il apprend à cuisiner, par exemple, le tofu grâce à un TikTok, ben mission réussie. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web RabLab. Aujourd'hui, on a avec nous Maude Boursier-Bouchard, directrice de contenu et création chez Ricardo Media. On est maintenant rendu à la saison 2, donc année 2022, saison 2. On s'est dit pourquoi pas renouveler nos épisodes avec peut-être une petite formule un petit peu plus différente, une formule améliorée de nos podcasts. On a fait 17 ou 18 épisodes en 2021. Ça a été super bien reçu. On a eu des excellents commentaires. On a pris du commentaire constructif. On a essayé d'améliorer la formule. On s'est fait tout un setup aussi de caméra au bureau pour filmer en direct les gens à qui on vient interviewer. Mais comme vous allez voir dans ce podcast-là, on est encore à distance parce que Omicron oblige. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Maude de chez Ricardo Media. Maude, bienvenue. Hey, merci. Bravo, JP, pour ta saison 2. Super. Ben, merci beaucoup. On kick-off l'année très fort avec une émission, je pense, qui va être excellente avec toi. Ben écoute, sans plus tarder, si tu peux te présenter un petit peu Ricardo Media, je pense que ça n'a pas besoin de trop de présentation à part les 4 personnes qui vivent en dessous d'une roche qui connaissent pas ça, mais peut-être juste un peu nous expliquer qu'est-ce que tu fais, puis aussi, ben en fait, mentionner rapidement là, comment je veux dire, ta position chez Ricardo Media comme directrice de contenu puis création. Parfait. Ben, comme tu l'as dit, je vais le répéter, là, mais je suis directrice contenu et création chez Ricardo. Donc, je m'occupe de travailler avec la fabuleuse équipe qui s'occupe des magazines, des livres qu'on sort également, du site web, tout ce qui est plateforme numérique, donc infolettes, médias sociaux, et même dernièrement, tout ce qui est packaging qu'on a en épicerie et différentes promotions là, pour nos restaurants et boutiques. Donc, c'est pas mal ça. Je fais autant du dossier éditorial magazine que des vidéos TikTok, donc super large dans l'éventail. Ça va faire maintenant 3 ans que je suis là, puis ça fait 10 ans en fait que je travaille en création de contenu et principalement création de contenu numérique. Puis justement, là, ça fait 10 ans, puis on va en arriver un petit peu plus tard. L'épisode aujourd'hui est fait en 2 parties. Donc, première partie, on va apprendre un petit peu plus ton background, Maude, parce que t'es en fait quand même jeune. Là. On s'entend, Ouais. là, j'ai pas ton âge exact, là, mais t'es encore jeune. Mais t'as Ouais. une sacrée expérience dans le milieu des agences, dans le milieu de la création de contenu, dans le milieu aussi, je veux dire, de la conception publicitaire au Québec. Donc, on va passer un petit peu au travers de ça. Et aussi, en deuxième partie, on va regarder un peu plus, justement, c'est quoi le day-to-day là, chez Ricardo Media, les types de plateformes de contenu, puis aussi toi qui as beaucoup d'expérience là-dedans, on aimerait ça avoir ton input par rapport à c'est quoi comment je pourrais dire, les expositions des différentes plateformes, qu'est-ce qui est un peu trendy, puis justement, tantôt tu parlais de faire des trucs très monotones et normales jusqu'à faire des TikTok, donc on va passer à travers tout ça. Et pour bonus final à la fin, on va parler du moment explosif avec Alexandre Champagne, Ricardo Media, puis 3 fois par jour avant les fêtes. Donc, ça va être notre petit bonus à la fin complètement du podcast. La fameuse Mardo. Ouais, exactement, la fameuse Mardo qui a fait un personnage assez particulier. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, on aura la chance d'en parler un petit peu plus tard à la fin. Maude, dis-moi, directrice de contenu chez Ricardo Media, chargée de cours aussi à l'UQAM en création éditoriale en ligne. Oui,
Exact. Je me, C'était ma je première me trompe session. pas En de... fait, non, c'est exactement ça. J'ai donné ma première session à l'automne cette année comme chargée de cours. Donc, super contente là, d'apprendre un peu les rouages de la création de contenu numérique à des plus jeunes. Donc, très, très apprécié. Ouais. Puis tu t'es ramassé à l'UQAM comme chargé de cours parce que c'est ton alma mater. Tu as été à l'UQAM, tu as étudié, t'as étudié dans quelle université? Ouais, ben, je suis allée à l'UQAM. En fait, j'ai fait mon bac en communication marketing. J'ai aussi par la suite fait une maîtrise en commerce électronique au HEC. Je trouvais qu'il me manquait un petit peu plus le côté performance. Donc, oui, créer du contenu qui est engageant, qui est pertinent, qui est beau, qui est inspirant. Mais après ça, c'était toutes les statistiques, un peu les stratégies derrière. Donc, je suis allée chercher la maîtrise par la suite. Puis chargée de cours, ben, ça a tout le temps un peu été un rêve, à savoir si je suis vraiment passionnée de contenu, fait que je me suis dit c'est quoi de mieux que de l'enseigner à d'autres. Donc on me l'a proposé. Ça a super bien tombé. C'était un été pandémique, donc parfait pour occuper un peu les soirées, les journées. Donc je suis rentrée vraiment à pieds joints, puis c'était une super belle expérience là, de ce côté-là que j'espère renouveler d'ailleurs. Donc à suivre. C'est très cool. Ouais. Puis justement, juste rapidement, là, c'est quoi que tu enseignes dans un cours de création éditoriale en ligne? C'est quoi les gros bullet points là, qui fait que pourquoi que je voudrais suivre ce cours-là? Ben, c'est sûr qu'on fait un survol des plateformes principales, mais on y va beaucoup dans le côté distinctif, donc l'importance de la créativité en contenu, Hmm. l'importance d'avoir une ligne éditoriale qui est forte, l'importance aussi de l'innovation. Je montre pas des exemples de base. Là. Il y a tout le temps quelque chose, une petite étincelle de créativité, quelque chose qui fait Mhm. rire. On rit quand même beaucoup là, en classe. Et c'est un cours atelier. Donc, il y a vraiment beaucoup aussi d'exercices là, qu'on fait. Donc, des fois, je vais montrer une publication. Puis, je dis, bon, ben, c'est quoi qu'on répondrait, disons, à cette dame-là, pour être créatif un peu dans la ligne éditoriale. Ouais. Ah, ben, c'est très cool, ça, c'est super le fun. Puis, ben écoute, si t'as eu des élèves dans ton cours, là, tu pourras leur envoyer l'épisode pour voir s'ils sont d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. Ben justement, là, peut-être parler un petit peu de ton background. Bon, ben, t'as étudié à l'UQAM, Ouais. bon, maîtrise au HEC après ça. T'as tout un parcours quand même, je veux dire, assez atypique, là, dans le sens que les gens, souvent, ils vont commencer typique en agence, comme, je veux dire, stagiaire ou comme Ouais. attitrer un seul projet. Toi, dans le fond, tu t'es tout de suite lancé dans la conception, au moins dans je vais le dire, l'imagination des concepts publicitaires avec différentes agences. Puis c'est vraiment ça ton fun. Là. Qu'est-ce qui t'allumait dans tout ça, là, le fait d'animer ou de faire des conceptions de publicité? Mm-hmm. Ben, tu sais, si je peux faire un méga, méga rewind. Moi, ça a commencé, tu Méga. sais, je pensais tout le temps que j'allais aller en médecine. Tu sais, c'était ça ma première intention. Tu sais, c'est quelqu'un qui est quand même studieuse, assez cartésienne, pareil. Puis quand j'ai commencé pour aller voir un peu sur le terrain, j'ai tout de suite vu que c'était pas pour moi. Premièrement, je vois du sang puis je me sens faible. Donc, moi, mon premier C'est vaccin, sûr, je me suis évanouie. c'est un gros Ouais. prérequis que si t'as pas, c'est difficile. Là. Non, c'est ça. Tu sais, le premier vaccin de la COVID, je me suis évanouie. Tu sais, fait que c'est ça. J'ai bien vu que c'était pas pour moi, mais j'ai quand même toujours aimé ce côté-là humain et chaleureux. Puis c'est en me rendant compte que j'allais pas, par exemple, en médecine, ben tout ce que j'aimais faire, c'était prendre des photos, tourner des vidéos. J'avais un Tumblr, j'avais un blog, je mettais des photos Quand même. même de mes soupers sur Instagram, photographiées sur un top de laveuse. Donc, tu sais, j'avais toujours un peu les mains dans le contenu sans m'en rendre compte. Puis c'est en Mm. allant voir une conseillère d'orientation, en fait, tout simplement au cégep, qu'elle m'a recommandé, en fait, communication marketing. Puis ce qui est drôle, c'est que ma mère aussi est conseillère d'orientation, mais on n'écoute jamais ses parents. Donc, me l'avait déjà un peu dit, mais ça a été confirmé par la suite avec une opinion externe. Puis j'avais tellement un peu le couteau d'un dent en rentrant en communication marketing. J'avais enfin trouvé un champ d'études qui était un peu de s'amuser presque pour moi, tout ce qui était Mm. communication marketing, que je me suis impliquée vraiment dans tout. Tout ce qui est agence publicitaire étudiant, tout ce qui est concours universitaire. Ça m'a permis en fait d'avoir des contrats chez Cossette dès ma première année de bac. Donc j'ai commencé chez Cossette pour ensuite aller chez LG2 et là dernièrement chez Ricardo. Puis j'ai toujours travaillé sur une variété de comptes. Mais je t'en parlais un peu, tu sais, déjà, JP, j'avais tout le temps un peu une petite appréhension envers la communication puis le marketing de qu'on vend des choses aux gens. Tu sais, j'avais mon côté Mm. moral qui me disait, oh mon Dieu, c'est pas bon, qu'est-ce que je fais? J'essaie de convaincre des choses de consommer plus. Mais le secteur que je trouvais que moi, en fait, je me sentais bien, c'est l'alimentation. Parce que je me dis, tout le monde a besoin de manger.
Je peux les Ouais. outiller à mieux sélectionner leurs produits. Je peux les outiller à moins gaspiller. Donc, il y a quelque chose qu'on dirait que je me sens bien à la fin de la journée, puis je trouve que j'ai rempli ma mission quand je fais de la communication marketing dans le domaine de l'alimentation. Fait que la plupart de mes comptes, puis ceux que j'ai mis le plus d'énergie puis d'amour, je dirais, ben ça a été des comptes en alimentation. Puis peux-tu m'en nommer quelques-uns, justement, de comptes en alimentation qui sont peut-être connus du public? Oui, ben j'ai avec l'équipe bien sûr de G2 en place, j'ai parti de la présence de Maxi sur Facebook. Donc ça a été vraiment une belle partie de plaisir là. Qui a C'était juste encore du aussi fun. beaucoup, très en vogue Vraiment, encore aujourd'hui. bravo à l'équipe qui, tu sais, même après toutes ces années-là, c'est une page qui est nommée dans les médias, dans les bonnes pratiques, l'engagement Mm. est super impressionnante. Donc ça, c'est vraiment un super beau coup, tu sais, de dire que tu travailles puis de faire, par exemple, une circulaire dans un Facebook 360, tu sais, ça a comme pas de prix, là. Ça se peut pas que ça soit aussi le fun que ça. Tu sais, Mm. j'ai pris en photo des élastiques d'oignon vert dans mes cheveux pour dire que c'était une prime à l'achat d'avoir un élastique par la suite. J'ai pris mon avant-bras avec un bracelet d'emballage de poire asiatique sur un background. Fait que, tu sais, vraiment, là, j'ai été très dans la débrouillardise là, pour ce compte-là. C'était vraiment un beau parcours. Ouais, ça c'est un exemple. Un autre exemple que j'aime beaucoup, puis encore une fois, bravo à LG2 qui poursuit encore ce succès-là, c'est la présence de Valentine aussi sur les médias sociaux. Donc, une présence qui est grasse un peu, en fait, grasse Mm. beaucoup, et super assumée. Puis ça, moi, c'est ça que j'adore, là, de créer des marques distinctives, mais qui deviennent un peu des love brands numériques. Donc, c'est Mm. vraiment ça là, qui me passionne. Puis maintenant, ben, bien sûr, avec Ricardo, qui avait déjà l'essence de la love brand, on s'entend, mais d'encore plus Exact. l'élever sur les plateformes numériques, puis se donner encore plus l'espace là, d'être créatif et audacieux. Tu dirais-tu qu'il y a beaucoup d'humour qui est rattaché aussi à du marketing comme ces marques-là qui Mm-hmm. fonctionnent? Parce que, mettons, Ricardo, ce qui pogne le plus, tu sais, on s'entend là, puis parenthèse, là, mais moi, la page passif-agressif Ricardo, là, Ouais, elle du me fait bonbon. rire beaucoup parce que c'est du bonbon, puis c'est de la façon que les commentaires sont répondus. Tu sais, tout ce qui est humoristique, on dirait ça a beaucoup plus de portée Ouais. dans, tu sais, mettons, comme une marque comme Maxi, parce qu'on s'entend si vous aviez fait de quoi de tout aussi bon en création de contenu imaginatif, mais moins de touches humoristiques, peut-être ça aurait eu moins de portée. Comment tu associes aussi l'humour avec ta Mm-hmm. création de contenu? Ben, définitivement pour de la création de contenu qui est fait sur les médias sociaux. Parce que on le voit là, dans notre consommation personnelle, quand on va sur les médias sociaux, bon, on veut se divertir, on veut changer les idées, on va pas sur la Ouais, presse, on va sur Facebook, on va sur Instagram, on va sur TikTok, on veut changer les idées. C'est quoi la manière la plus facile de changer les idées? Ben, c'est le rire. T'sais. Fait que c'est exact. sûr que l'humour et le divertissement en tant que tel, c'est ça qui va engager le plus. Après ma barre, tu sais, c'est sûr qu'une bonne recette que les gens apprécient, ça va avoir des fois autant d'impact. Mais le réflexe premier, c'est que hey, la personne a peut-être une grosse journée, elle va ouvrir son Facebook, elle va rire. Ben, moi, honnêtement, j'ai réussi ma mission de la journée. J'ai peut-être pas sauvé un patient comme un médecin, mais j'y ai donné un sourire, puis peut-être que sa soirée va être le fun, puis il va parler de la publication avec les amis, puis ça va faire parler. Mais tu vois, des fois, Exact. c'est pas nécessairement dans l'humour, mais plus dans le partage aussi, puis la discussion. C'est sûr qu'il y a tout le temps un clin d'œil, mais je pense à une publication qu'on vient de faire, c'est juste on appelle ça des Ricardo opinions. C'est est-ce que vous êtes pour ou contre le fromage à la crème dans les sushis? Ben, tu sais, c'est pas si drôle, mais ça crée un débat, tu sais. Ouais, parce que j'ai eu ce débat-là à multiples reprises avec ma blonde. Là. Fromage à la crème, du Philadelphia, pas du Philadelphia, mais l'espèce Ah de. ouais. Oh, c'est peut-être du Philadelphia, de fromage blanc là, dans les Ah sushis. Puis ouais. ma blonde est comme, c'est une atrocité. C'est à peu près comme les ananas sur la pizza. Ouais, on C'est une l'a fait atrocité. Puis moi, je celui-là. suis comme, Ouais. ben oui, c'est On sûr. a fait pour ou Puis, contre la pizza hawaïenne, mais tu sais, tu vois, c'est pas des publications qui te font rire. Tu vois ça fait pas rire, mais tu vas voir les commentaires, puis la discussion entre les gens, puis c'est juste, tu sais, ça fait du bien, on se relaxe. C'est presque une session de yoga virtuel, fait que moi, je trouve ça hmm. vraiment intéressant. Mais oui, l'humour, c'est sûr que c'est une poignée qui est efficace sur des plateformes en ligne. Ouais. Puis comment tu dirais qu'une marque peut faire justement un premier pas dans le fait d'assumer un ton humoristique parce que j'ai aucun. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai aucun souvenir dans ma tête d'avoir déjà consommé du contenu. Parce que je trouve ça excellent tout ce qui a été fait depuis toutes les années avec Maxi, depuis que justement LG2 puis tu sais, toi à l'origine vous avez travaillé ça. Mais j'ai aucun souvenir qu'est-ce qui a été fait avant, est-ce que c'était corporate, puis ça. Comment tu fais pour faire la transition? Parce que ça donne Mhm. quand même un traitement choc à la marque, là, de dire on fait des publications de circulaires toutes les semaines en disant
On ferme à 5 heures vendredi pour la fête du Ouais. travail, puis tata. Puis là, du jour au lendemain, let's go, les élastiques dans les cheveux, puis les caramboles, les sacs de caramboles, que, tu sais, toutes ces affaires-là, ça devient comme complètement éclaté. Comment tu fais le switch? Tu le fais progressivement? Je présume qu'il y a plein de périodes de brainstorm, puis il y a un avis aussi corporatif en arrière de ça pour ramener ça là, mais c'est quoi l'élément déclencheur? Comment tu te rends jusque-là? Ben, je te dirais que la première étape, c'est de se dire que c'est pas fait pour toutes les marques. L'humour, Ouais, c'est en fonction de la ligne éditoriale de la marque. Je pourrais t'en nommer des vingtaines de marques que ça ne fonctionnerait pas. C'est pas dans l'essence de la marque. Tu avais Odvic dernièrement au podcast. C'est une marque qui est dans le beau, dans le local, dans la qualité. J'irai pas dans l'humour avec cette marque-là. On va faire du non, beau contenu, puis ça va être léché. Euh, ça va être inspirant, mais on n'ira pas dans l'humour. Mais par exemple, si on prend un Valentine, un Maxi, un Ricardo, même que l'homme en tant que tel, il est drôle, il est audacieux, ben je ouais, peux aller dans l'humour. Fait que, ça serait vraiment la première version, et de voir c'est quand qu'on est humoristique, c'est quand qu'on l'est pas. Parce que comme tu dis, des annonces, disons, de hey, l'épicerie est fermée le dimanche, ben c'est pas obligé d'être drôle. Parce que c'est une information qui est plus tactique. Fait qu'il faut aussi choisir le moment où on peut être humoriste, tu sais, on jouait dans l'humour, puis des fois où on peut pas l'être. Nous, quand on publie une recette, on fait pas encore tout le temps rire le monde. Tu sais, du tofu Général Tao, ça va, tu sais, les gens vont pas nécessairement rire, mais il y a d'autres exact. occasions que là, on peut faire rire. Fait que c'est de venir saisir ces occasions-là. C'est du gros bon sens et du gros jugement. Donc, c'est vraiment ça là, que je pense faire. Mais si votre marque ne fait pas dans l'humour sur les médias sociaux, ça peut quand même bien aller. Tu sais, ça peut être super inspirant, ça peut être même éducatif. Il y en a plein qui font super bien. Tu sais, je pense à mes amis RAD chez Radio-Canada, tu sais, c'est du super bon contenu. Je ris pas quand je le vois, mais j'apprends, c'est encore presque mieux, tu sais. Ouais. Mm. Puis justement, comment tu détermines, puis ça c'est très subjectif aussi mettons, à l'agence ou à l'entreprise qui va générer du contenu, mais comment on détermine est-ce qu'une marque a le droit d'être drôle ou pas drôle? Parce qu'on s'entend, Maxi, avant de travailler avec LG2, potentiellement, qui était absolument pas drôle, ou peut-être qu'il l'avait un petit peu, mais comment qu'on détermine ça? Qui dit, on s'entend justement, c'est très subjectif aux entreprises ou Mm-hmm. à la personne qui détermine ça, mais comment qu'on start ça en disant ouais, vous autres, on a regardé ça, ça va faire du sens, ça va être drôle, c'est OK. Vous autres, non, ça sera pas drôle, c'est pas OK. Fait que justement, comment qu'on trace cette ligne-là? Oui, ben il y a deux étapes principales. Tu sais, la première, c'est de voir un peu, y a-t-il un guide de marque qui, bien sûr, c'est quand on travaille avec une marque, de voir le guide de marque, c'est quoi l'essence de la marque, comment qu'elle parle, sa ligne éditoriale. Puis là, on peut voir est-ce que oui ou non, on va dans cette lignée-là. Puis après ça, ben c'est durant la stratégie de contenu qu'on va définir l'humour. Donc, on va définir la tonalité, les plateformes, les piliers. Donc, c'est là qu'on va voir si c'est quelque chose qu'on aborde ou non. Tu sais, définitivement. Fait que c'est un peu c'est un travail d'équipe aussi, là, habituellement avec les stratèges, avec les gestionnaires de communauté. On va définir un peu cette tonalité-là pour voir si on va ou non dans l'humour. Puis, des fois, c'est même pas le premier réflexe de dire est-ce qu'on va ou non dans l'humour. Souvent, on dirait Mm. qu'intuitivement, on le voit, que c'est pas mal ça. Puis de voir aussi les compétiteurs, est-ce qu'ils vont là ou pas. Est-ce que c'est une porte qu'on peut utiliser puis que ça fonctionne bien avec l'essence de notre marque. C'est vraiment cool. Écoute, j'avais pas prévu autant de temps de parler de ce bout-là, mais je trouve ça hyper intéressant parce que justement, c'est tout le temps des questionnements qu'on se pose, même nous, Rablab, Mhm. avec nos clients, tu sais, on a-tu le droit d'utiliser ces tons-là, parce qu'on n'est pas une agence de créative, on est plus une agence de marketing web de performance. Donc, le client Mhm. a déjà figure out, comme mettons, on collabore avec Cossette pour un de nos clients qui fait un lancement avec un rebranding d'une de leurs sous-marques, plus un lancement. On travaille avec LG2 aussi, lancement de site web. Bon, ben, avec ces collaborations-là, c'est pas nous qui donnent ces tons-là, c'est justement la directrice, directeur marketing ou le VP ou l'agence collaboratrice qui arrive avec ça. Puis nous, on se le fait un peu imposer. Nous autres, on va Mhm. vraiment juste donner notre input de est-ce que ça va marcher ou pas marcher publicitairement parlant ou est-ce que les canaux sont bons. Mais en même temps, c'est ça, on se le fait souvent imposer. Puis des fois, on se fait poser la question exemple, quand un gros projet est terminé, puis ils veulent lancer des nouvelles campagnes l'année prochaine, disons, on devrait-tu réutiliser ces tons-là? Puis c'est difficile à dire pour nous qui est moins là-dedans de ah, vous avez le droit ou ah non, on n'a pas le Mhm. droit. Fait que clairement, le fait d'embaucher des spécialistes comme toi ou comme LG2 là, pour déterminer justement un ton à donner à la marque, puis une essence même à quelque chose qui serait gros comme une campagne aussi grosse de déploiement comme ce que Valentine fait pour, on s'entend à vendre des hot dogs à 69 cents Ouais. en publicité, tu sais, c'est tough de prendre la twist humoristique, mais clairement,
ça a été super bien emprunté. Fait que, c'est super intéressant. Ouais, un autre bon point, tu parles de chiffres et autres, mais tu sais, tout ce qui est qualitatif, moi, c'est ça que je trouve incroyable des médias sociaux, là, c'est une mine d'or, tu sais, on a une chance d'avoir accès à des vrais gens qui nous donnent des vrais commentaires en temps réel. Tu sais, c'est un babillard, là, moi, je dis toujours que c'est notre babillard en temps réel, là, mais t'as pas ça en publicité traditionnelle. Tu sais, à la télé, la publicité est au bye-bye. OK, après, tu vois les gens sur Twitter parler de la pub, mais t'as pas en temps réel, mais là, tu peux aller voir les commentaires, puis dès qu'une marque est dans l'humour puis ça marche pas, les gens vont le dire. Derrière un clavier, là, ils disent tout ce qu'ils pensent. Donc, habituellement, tu sais assez rapidement si tu as fait une bonne ou une mauvaise chose. Puis, qu'est-ce qui est bien, c'est que le lendemain, tu peux aller complètement ailleurs, puis les gens vont l'avoir oublié, tu sais. Moi, je dis toujours que, disons, 24 heures en médias sociaux, c'est comme un an de vie réelle. fait que tu peux assez changer rapidement la donne aux besoins puis t'ajuster. C'est ça qui est le fun. C'est clair. Puis, tu sais, justement, l'histoire d'Alexandre Champagne, on va en parler un petit peu plus tard, mais ça a été extrêmement viral. Puis, même principe, tu pensais que ça allait durer 24 heures. Puis là, Ben oui. ça a duré 48, 72, même presque une semaine, là, ce qui est une éternité. Là. C'est du presque jamais vu. Puis même, vous continuez à reprendre votre ligne directrice normale. Puis les gens faisaient comme « Wow, wow, wow! » Hey, où, Marteau? Puis là, c'est comme à un moment donné, là, c'est beau, le décrocher là, comme on dit en anglais, back to the original content, là, on va revenir sur la trame narrative normale. Ben ouais, on mettait des photos normales, tu sais, puis les gens la photoshoppaient. Là, on était là, voyons, là, chaque matin, on se disait, les gens vont avoir passé à autre chose. Non, 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 Margot venait dans le portrait. Fait que, tu sais, des fois, nous, on pense qu'on peut passer ailleurs, mais tu vois, la communauté, ça leur a tellement fait plaisir, ils sont tellement impliqués et engagés qu'ils veulent juste pas qu'on aille ailleurs. Exact. Ben, puis ça, en fait, je pense que c'est un excellent indicateur de qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Tu sais, dans le sens que, est-ce que, justement, votre public est réceptif à ça? Quand on teste des choses puis les gens reviennent comme on and on, là, ça paraît que clairement votre public est prêt à tester des niaiseries là, avec Ricardo. Là. Ça, il n'y a aucun non, doute non, là-dessus. exact. Puis que ça les a marqués. Tu disais que tu aimais beaucoup la page passif-agressif Ricardo. Ben, tu sais, souvent, on va mettre des contenus puis les gens, ils vont faire des commentaires un peu à la passif-agressif, tu sais. On va mettre une recette de tofu, par quoi je peux remplacer le tofu? Est-ce que ça se congèle? Tu sais, ils vont tous reprendre ces termes-là, mais tu le vois bien, là, qu'ils niaisent, là. C'est pas des vraies questions. Fait que, tu sais, ils se reprennent ça à eux pour trouver ça drôle. Donc ça, c'est encore plus fun quand la communauté s'approprie le langage même de la communauté, là. Ça veut dire que c'est un bon succès. C'est vraiment cool. Je reviens un peu justement à notre trame narrative de départ. On a parlé de ton background, on a parlé justement de background de médecine, finalement, pas du tout médecin. On est ailleurs. Il y a un truc qui m'avait vraiment marqué quand on avait parlé, parce que moi j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'étais content de te l'entendre dire. C'est tout ce qui est le branding personnel. Donc, tu sais, on essaye avec le podcast justement d'avoir un angle un peu entrepreneuriat, un angle aussi les gens qui veulent percer un petit peu plus dans le milieu du marketing web, les gens aussi qui voudraient venir travailler chez Rablab, wink wink, qui on cherche du monde. Donc, pour branding personnel, pourquoi c'est important dans notre industrie? Puis je vais faire marketing au terme large, là, donc autant les LG2, Cossette, Sidley de ce monde que les Rablab, Bloom, Dialecta et les agences plus en performance numérique. Pourquoi c'est important la partie branding personnel? Mettons, je pense, on doit parler de LinkedIn ou CV, parcours. Donc, peux-tu m'en parler un petit peu plus? Comment est-ce que tu as vision de ça? Tu dis LinkedIn, mais même les profils Instagram, Facebook des candidats ou de la relève en tant que tel, moi, je pense que c'est important. Moi, le premier critère que je vois, c'est surtout quand on va engager, par exemple, en création de contenu ou on voit un portfolio en création de contenu, c'est le fait du test du tatoueur. C'est un tatoueur en tant que tel, avant de tatouer des clients, il va se tatouer sur lui-même. C'est même souvent, il y a des tatous un peu bizarres cachés ici et là, qui essaient de camoufler. Il y a de quoi en dessous de son pied écrit Hakuna Matata. Là. Genre, là, tu sais. Ben, tu vois le concept. Donc, si tu veux faire de la création de contenu, il faut un peu que tu en fasses pour toi-même pour savoir c'est quoi les plateformes, c'est quoi les formats, les nouveaux formats aussi. Donc, t'es pas obligé, on s'entend, de publier à chaque jour tout ce que tu manges pour souper, là, mais au moins d'avoir une certaine présence. Ça veut aussi dire que tu crois aux médias. Tu sais, moi, je trouvais toujours ça étrange, des gens qui travaillent en marketing ou en publicité puis ils ont des adblocks. Tu sais, il faut que tu vois qu'est-ce que les gens font puis qu'est-ce que la compétition font. Fait que, tu sais, c'est un peu cet effet-là. Fait que ça, je te dirais que c'est la première chose, c'est vraiment de te pratiquer en tant que tel. Puis l'autre, c'est la passion. Si tu fais du contenu pour les autres, mais t'aimes pas en faire pour toi,
ben je me demande un peu si c'est vraiment quelque chose que tu apprécies, tu sais. C'est un peu un photographe, tu sais, qui prendrait pas de photos du tout dans ses temps libres, de sa famille, de ses loisirs. Ça me surprendrait, tu sais, il va en prendre pour le travail, mais sûrement qu'il va avoir la caméra ou son téléphone puis il va prendre des photos. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve ça personnel, puis je trouve ça important. Puis c'est drôle, tu sais, c'est en parlant, Vicky, avec ta collègue Chloé qui est aux ressources humaines, tu sais, qui disait parce qu'on a fait l'université ensemble, elle dit moi je me rappelle encore, t'es en première année d'université, puis t'avais un Instagram plein de photos de bouffe. Ben oui, J'étais là, c'est sûr. ben oui, tu sais, j'aimais ça, j'aimais cuisiner, j'adorais les nouvelles tendances et tout, puis bien sûr je prenais des photos parce que je voulais me parfaire un peu mon œil là-dedans, tu sais, en styliste culinaire et autres. Puis j'ai publié parce que ben j'étais contente, puis je voulais avoir un peu cette pratique-là des médias sociaux. Fait que le branding personnel, c'est quand même rendu important. C'est les vieilles photos de party. Quand tu avais 18 ans, ben c'est peut-être important de regarder un peu qu'est-ce que c'est là. Fait que d'avoir aussi un bon hygiène numérique, tu sais, d'avoir un bon équilibre, puis de se donner des limites aussi, c'est important en création numérique, puis même en gestion de communauté. Je trouve que c'est quelque chose qu'on parle peut-être pas assez, mais qui est important là, de savoir décrocher aussi. C'est pas du branding Ben, personnel, là, mais ça rentre là-dedans. hey, c'est un super bon terme. J'avais peu entendu ça, mais j'aime vraiment le terme hygiène numérique. Ouais. C'est très bon parce que, tu sais, quand on dit avoir une bonne image numérique, bon, c'est l'image qu'on projette. Puis à un moment donné, tu sais, je pense qu'il faut décrocher aussi, là, on est tous des humains, mais l'hygiène numérique, je trouve que c'est très bien apporté parce que je trouve que ça représente bien ce que réellement on devrait bien se comporter, là. Puis, parenthèse, là, extrêmement par rapport, mais hier, j'ai un de mes amis qui m'écrit Facebook qui est en train de capoter, il m'envoie un screenshot, puis il niaise avec un de ses amis. Un de ses amis a mis un pétage de coche sur Facebook, là, mais comme en OK. joke, là, passif-agressif. Puis il a écrit en commentaire calme-toi. On s'entend, calme-toi, c'est genre, c'est rien. C'est comme, hey, calme-toi, Facebook puis l'a c'est comme en joke. censuré. Facebook a censuré son commentaire. Fait que c'est comme, t'as pas le droit de dire calme-toi. Puis je disais, c'est une erreur, c'est un bug. Fait que Mm. là, je suis allé sur Facebook, puis j'ai pogné un post d'un de mes amis, j'ai écrit calme-toi, ça m'a empêché d'écrire calme-toi. Oh Ça mon disait que Dieu. c'était du harassment pis tout. Mais tu sais, ça fait partie aussi de l'hygiène. Tu sais, si tu te mets à écrire des atrocités sur Facebook, tu sais, en dessous, mettons, de pages de connus ou Ça de va te TVA suivre. Nouvelles parce que t'es pas d'accord, mettons, avec les mesures sanitaires, puis là, tu te mets à insulter le gouvernement, puis ton futur employeur, que tu travailles dans les médias, que tu travailles dans le numérique, tu sais, vient à screener ça parce que on fait un certain screening, puis nous autres, à Blab, on va vraiment pas fou avec ça. Mais on va un peu regarder les dernières publications LinkedIn, puis juste donner une idée le ton de la personne. Tu sais, quelqu'un Mm. qui a un ton hyper agressif sur LinkedIn, puis qui réprimande les gens, puis qui les reprend, je pense que ça donne aussi un bon indicateur de comment que la personne va être dans son day-to-day, surtout dans une optique que les gens sont, surtout dans notre industrie, majoritairement en télétravail, puis c'est là pour rester. Là. On va Mm. travailler en formule hybride. Il y a des gens qui vont être au bureau une fois par semaine, des fois une fois par mois. Donc, tu sais, quand tu es tout le temps en train de communiquer virtuellement, c'est sûr que tu vas avoir des collègues de travail aussi qui fit avec ton vibe et ton énergie. Donc, Mhm. l'hygiène numérique, je trouve que c'est vraiment le terme très approprié. C'est très bien amené. Terme 2022, Est-ce que je l'espère. Ouais, ben écoute, terme de 2022, c'est super bon. Puis justement, là, pour revenir à ce que tu parlais, le bon branding personnel, Instagram, je mets des photos de bouffe, puis tout ça. Dans le fond, tu t'es auto-créé ta propre spécialisation. Puis tu as travaillé avec Maxi en création de contenu, ben, en fait, création de concepts publicitaires, puis avec Valentine, puis tout ça, puis ça avait rapport à la bouffe. Donc, tu sais, en fait, tu t'es auto-créé ta spécialisation, dans le fond. C'est que tu disais, Ben, j'ai commencé à l'université, j'aimais ça. C'était comme un genre de fil directeur de ce qui t'intéressait. Mettons que, mhm. je sais pas, tailler le vélo parce que t'en as jamais fait. Ou mettons tailler le ski, puis Oberson vienne te voir. C'est Ah quelque ouais. chose qui serait, mettons, que t'aurais un peu moins intéressé. Fait que, y avait-tu un fil de conducteur justement dans une niche dans une niche? Ouais. Ben là, ça tombe mal parce que j'adore le ski et le vélo. Fait qu'on serait fait. Là. Ouais, Je voudrais ouais. être workaholic, travailler pour tout ça, mais ben non, c'est plus un intérêt. Tu sais, moi, j'ai montré un intérêt, puis on s'entend que personnellement, je trouve qu'en travaillant en marketing et en communication, il faut croire aux produits dont on vend. Tu sais, donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y avait des comptes un peu d'alimentaire, ben, tu lèves la main, tu sais, puis mon branding personnel, il montrait quand même une foodie, tu sais, qui adorait aller au restaurant et autres. Mm. Puis, ben, Ricardo, moi, ça a toujours été un love brand, là. J'adore cette marque-là. J'ai grandi avec cette marque-là, puis c'est un privilège de pouvoir travailler pour la marque encore aujourd'hui. Fait que c'est plus de montrer mon intérêt en alimentation. J'ai eu d'autres comptes, là, en tourisme, même en finance.
Mais c'est sûr que qui me faisait le plus triper, là, si je peux me permettre, c'était vraiment qu'est-ce qui est en alimentation. Parce que comme je te disais, je vendais quelque chose que je pensais, que je crois toujours essentiel. Puis on l'a vu au début de la pandémie, les épiceries restaient ouverts, puis les sites de recettes, les statistiques étaient incroyables de consultation parce que les gens y cuisinaient, donc ça m'a encore plus convaincu que c'est très essentiel manger et partager un Puis, repas en petite famille. Tu sais, il y a ça aussi, il y a le moment que j'apprécie aussi. exact. Puis je pense que l'affaire la plus googlée au Québec a été recette de pain. Ouais, le pain Et blanc genre, Ricardo. Ouais, ouais, exact, la recette de pain. Je savais plus si c'était Ricardo, mais tant mieux. Mais ça, ouais, c'était comme la number one Google thing en 2020. C'était ouais, recette de pain blanc Ricardo. ouais. C'était assez impressionnant quand tu penses sur les. Mettons, au Canada, c'est plusieurs dizaines de milliards de recherches par année. Là. Fait que, tu sais, juste au Québec, ça doit être, je sais pas, plusieurs centaines de millions de recherches minimum par année. C'est Là, tu sais, immense. peut-être quelques. Donc, c'est immense là, quand tu penses à ça. C'est Ouais, l'affaire la plus recherchée. Là. Puis ouais. justement, on va y arriver un petit peu plus tard dans la partie plateforme, contenu, justement, comment ça distingue le publicité payante, contenu organique, contenu humoristique, contenu plus sérieux, les Mhm. recettes, la partie setup. On en parlera un petit peu plus tard. Puis avant d'arriver là, j'aurais peut-être aimé ça juste derrière dernier topic là, pour notre partie numéro un. Hey, je m'excuse les termes anglophones, là, c'est pas facile de travailler En je travaille marketing. surtout en fait Google, Facebook, tout ça, tu sais, c'est presque tout en anglais, là, donc Ouais. on travaille en anglais 50% de notre temps. Euh, Quand tu étais à l'université, là, est-ce que tu as fait un choix de dire je vais en fait, c'était deux questions. Un, est-ce que tu as fait le choix ou est-ce que ton choix a été guidé par justement des agences qui sont venues te voir ou c'est ton intérêt? Donc, comment tu es comme arrivé à venir travailler avec eux? Donc, tu sais, tu étais dans le parcours scolaire puis tu es comme tombé là par hasard ou tombé là par intérêt ou qu'est-ce qui t'a Mhm. pointé dans cette direction-là? Ben, c'était plus avec des gens avec lesquels je suis allée à l'université, là, tu sais, fait comme je te disais, moi, j'étais impliquée dans tout, c'est des personnes avec qui je faisais les jeux de la communication qui m'ont tout simplement recommandé parce qu'ils voyaient qu'est-ce que je faisais sur mes propres plateformes. Fait qu'on salue Hmm. Jonathan, qui m'a fait rentrer chez Cossette. On te salue, Jonathan. C'est ça, donc c'est vraiment juste, je pense que c'est à cause que qu'est-ce que je faisais du côté personnel, on se dit, bon, si elle le fait pour elle, elle peut le faire pour une marque. Donc, ça a pas mal Ouais, parti de là, je te le dis. c'est vraiment cool. Puis, qu'est-ce qui t'a le plus attiré justement de travailler en agence ou de travailler justement Ouais. du côté créateur pour les clients et non tout de suite aller du côté client, mettons? J'aimais beaucoup l'ambiance de l'agence, c'est sûr. C'est le fait d'être avec plein de créatifs, c'est super inspirant, puis on dirait que ça déteint sur toi, tandis que souvent côté client, c'est toi le créatif, donc t'es moins dans une Mm. marée de créatifs, je pourrais dire. Quoique chez Ricardo, il y a beaucoup de créatifs, c'est comme c'est une agence et un client en même temps, là, d'un Ouais. certain sens, parce qu'on crée beaucoup de contenu. En fait, on crée presque tout notre contenu à l'interne. Fait que c'était beaucoup pour me laisser un peu inspirer puis imprégner de tous ces talents-là. Je voyais bien sûr toutes les publicités que G2 faisait avec les producteurs laitiers du Québec et autres. Puis c'était tout le temps des publicités que je trouvais incroyables. Donc, c'est sûr que ça m'a amené là parce que je trouvais leur travail qui était super bon. Puis il y avait tout l'aspect familial aussi. Si je pense à LG2, par exemple, qui mettait beaucoup de l'avant, d'avoir un peu une vie à l'extérieur pour avoir des idées à l'intérieur. C'était ça leur tagline. Moi, quand je suis rentrée, c'est Mm. exactement ça que je cherchais. Moi, tu OK. parlais d'hygiène numérique, mais je crois beaucoup en l'hygiène de travail, là, à réussir à décrocher, Hygiène de avoir vie, là. à avoir un équilibre. C'est ça qui nourrit la créativité. Donc, il y avait ce côté-là aussi que je trouvais vraiment super des agents. Très cool. Répète-moi donc leur tagline. C'était avoir une vie à l'extérieur pour avoir des idées à l'intérieur. Donc, tu sais, si le soir, tu vois des amis, tu fais du sport et autres, quand tu vas rentrer travailler le lendemain à 9 heures, tu vas avoir plein d'idées à l'intérieur de l'entreprise pour les clients. Fait ça, j'avais vraiment trouvé ça qui était formidable. Puis tu vois, Ricardo, c'est la même chose, tu sais. Ils prônent beaucoup, beaucoup l'équilibre, en fait, au travail, la spontanéité. Puis même là, avec le confinement, les enfants à la maison et autres, d'être capable de s'adapter, puis se dire on va faire qu'est-ce qu'on va être capable de faire là, puis la semaine prochaine ça sera quelque chose d'autre. Donc moi je trouve que c'est des philosophies d'entreprise qui sont vraiment vraiment incroyables. Ouais. C'est super cool. Puis je pense que je passerai à côté d'une opportunité en or de pas dire que Raflab, on est dans le même bateau. Mais Bien tu sais, joué. en fait, nous autres,
On a fait quand même un gros statement au début de l'année. On a fait toute une présentation de tous nos objectifs en fait, de 1 an, 3 ans, puis on a même fait un objectif 10 ans. En fait, on prend ça depuis la première journée. On va faire un modèle d'agence qui était très justement avec une hygiène de vie, puis que Mhm. est capable, surtout avec la pandémie, de décrocher numériquement, donc l'aide au décrochage numérique, là. Donc, Mhm. tu désinstalles Slack, Gmail de ton cellulaire quand ton laptop est fermé, t'es pas sollicité. Fait qu'on croit vraiment beaucoup à ce côté-là. Parce qu'honnêtement, on a moins le côté créatif, nous autres, mais c'est plus dans justement des chiffres, pas des décibels, Mhm. des chiffres, des décimales, des fichiers Excel. Donc, tout ce côté-là est demandant dans le day-to-day. Fait que si les gens sont pas tranquilles à la maison puis ils n'ont pas leur temps à eux autres, c'est sûr que c'est difficile de retourner full force le lendemain. Donc, Ouais, ben c'est c'est ça tout à qu'on votre fait honneur. aussi, Que ça évidemment. soit créatif ou plus stratégique ou plus data, selon moi, il faut que tout le monde puisse décrocher, Mm, puis le lendemain venir plus ensemble, puis aimer aussi qu'est-ce qu'ils font. Là. Il y a ça aussi. exact. Ouais. Puis, tu sais, il y a tout, en fait, je trouve le côté workaholic qui a été laissé de côté dans les dernières années. Mm. Quand j'ai commencé Rablam, il y a 6 ans, il y avait un genre de gourou, ben, un genre, il est hyper populaire, il s'appelle Gary Vaynerchuk, là, c'est un genre de gourou marketing, une des 10 plus grosses firmes de marketing au monde. Tu sais, il prônait vraiment le travail acharné, puis travailler 90 heures par semaine, puis les résultats vont venir, puis tout ça. Puis on dirait que ça s'est comme estompé avec les années. Tu sais, t'es Mm. pas obligé de travailler 90 heures par semaine. C'est sûr, si tu as des ambitions d'être milliardaire, peut-être, là, mais tu sais, t'es pas Mhm. obligé de faire ça. Tu peux garder un équilibre de vie, d'être super bien rémunéré, être heureux au travail, être heureux à la maison, puis de gagner un excellent salaire, puis ou d'être entrepreneur, puis de travailler 45 heures par semaine. T'es pas obligé de te tuer à la tâche non plus. Fait que je trouve aussi Mhm. que ça a été, c'est à l'avantage de l'employeur et de l'employé aussi que ça se prône parce que je pense que ça donne un équilibre pour tout le monde aussi, là. Mm. Même si on est dirigeant d'entreprise, c'est pas le fun de travailler 90 heures par semaine, là. Je fais partie un peu de la catégorie des workaholics, là, mais il n'y a personne qui se plaît à travailler Non, deux c'est ça. doubles semaines dans une semaine, là. Faut se Personne qui mettre est des prêt à limites. avaler ça, Je là. suis pareil comme ça. Faut comme se Exact, mettre des limites, c'est sûr et certain. Ouais. exact. Écoute, super bon timing pour arriver un peu à la partie 2 de notre podcast. On est à peu près à la mi-temps en plus. Je voulais qu'on parle un peu plus de ton day-to-day chez Ricardo. OK? Bon, directrice de contenu, création de contenu, les plateformes. Peut-être me parler un petit peu de justement comment tu perçois aujourd'hui l'arsenal de Ricardo, sans nécessairement rentrer trop dans le stratégique pour vous garder tous vos secrets bien gardés. Mais tu sais, comment tu perçois tout l'arsenal de Ricardo? Parce que c'est super intéressant ce que tu as nommé tantôt. C'est rare chez les clients qu'on trouve ça, mais vous êtes vraiment une agence à l'intérieur d'un client. Parce que Mhm. souvent, quand on arrive dans une entreprise de moyenne taille qui sont 20-25 personnes, qui vont des gens au shipping, administration ou production ou des gens marketing. Mais les gens marketing, souvent, c'est 1, 2 personnes maximum ou 3 avec un pigiste. Puis, c'est impossible de dire je vais faire le travail de Maud et de toute son équipe. Mais vous, c'est parce que c'est ça qui rapporte le pain et le beurre, littéralement. Fait que c'est ça qui amène le pain sur la table parce que votre création de contenu, puis l'idéation, puis l'imagination, puis le temps que vous mettez là-dedans, c'est ça qui rapporte dans le long run. Donc, vous avez vraiment ce facilitateur-là, mais en même temps, ça vient aussi avec son lot de résultats nécessaires. Fait que ça ressemble à quoi un peu l'arsenal numérique, puis peut-être un peu votre équipe, un peu comment ça ressemble hiérarchiquement chez Ricardo, puis comment vous travaillez un peu dans le day-to-day? OK. Ben, tu sais, tu dis l'arsenal numérique, mais tu sais, nous autres, on a aussi beaucoup de médias imprimés. C'est sûr que il y a beaucoup de nos contenus qui partent de là, tu sais, de nos magazines, de nos livres. Tu sais, il y a 8 magazines par année, donc tout ce qui est idéation, tu sais, concept, dossier, c'est sûr que ça part beaucoup du magazine, définitivement. Tu sais, c'est comme notre, nous, on dit souvent que c'est la reine dans la ruche. Donc, Mhm. c'est sûr que ça part beaucoup du papier. Puis par la suite, ben, on a une petite équipe qui est plus spécialisée numérique pour le contenu numérique, donc qui va créer les infolettes, donc mettre à jour le site web, nos plateformes de médias sociaux. Donc, ça travaille à ce niveau-là. On va faire soit de l'original ou de la déclinaison, tout simplement, de contenu qui est déjà existant et comme je te disais, de la création originale. On essaie, c'est sûr, le plus de décliner nos contenus le plus possible. Tu sais, souvent, tu prends un contenu et tu peux créer plein de nouvelles pièces. C'est un peu comme, moi, je vois Ouais. ça comme des Legos, là. C'est ton gros Lego, tu défais, Mhm. tu en fais d'autres avec. Mais aussi du contenu qui est plus original pour des plateformes spécifiques. Tu parlais de TikTok au début. Ben, TikTok, je peux pas faire la même publication que je fais sur Instagram ou Facebook. C'est un autre âge, une autre communauté, un autre angle.
c'est beaucoup, beaucoup dans l'humour, comme tu disais tantôt, le divertissement, ça c'est sûr. Donc ça, c'est du contenu qui est plus original. Puis un gros bravo à Alexandre Perra qui est dans mon équipe qui roule ça là, comme un champion. Donc vraiment là, il s'amuse beaucoup, ça paraît. Puis on a des vraiment beaux résultats. Très fiers. Puis, ben, il y a de quoi, puis on a salué Alexandre. Ouais. Pour, justement, là, pour le day-to-day, les plateformes, puis tout ça, comment vous sélectionnez vos pièces de contenu en fonction des plateformes? Parce que tu sais, c'est difficile, tu as Instagram, tu as Facebook, tu as LinkedIn, tu as Twitter. Twitter qui est quand même sous-utilisé au Québec, mais parce que c'est quand même une niche en soi, là, tu sais, ça représente un peu plus tout ce qui est des choses un peu plus virales au milieu média ou le sport ou les nouvelles, tu sais, tout ce qui est un peu plus Mhm. buzz, là. Ouais. Donc, comment vous faites vos sélections à travers tout ça? Vous faites un genre de comité, vous regardez là, qu'est-ce qu'il doit être discuté, une genre d'échéancier, puis après ça, vous dites, ah ben, ça c'est bon pour TikTok. Qu'est-ce qui fait que vous dites, on le décline ou je fais du contenu original, c'est la source de la plateforme, c'est la qualité du contenu? Qu'est-ce qui détermine un peu ce fil Ouais. directeur-là? Ben, premièrement, on a une stratégie de contenu qui est mise à jour à chaque année pour ça, donc pour un peu déterminer la ligne directrice où on s'en va. Puis sinon, ben comme tu disais, on se rejoint en comité de contenu plus numérique à chaque semaine pour déterminer un peu tous les contenus à venir. Mais on a aussi un planning, tu sais, qui est fait en amont. Mais vu que nous, on est en alimentation, puis on s'entend la saisonnalité, ça peut tout changer. On fait ça une semaine à l'avance, vraiment pour au jour le jour, pour être sûr qu'on est allié avec l'actualité. Je donne un exemple, l'année passée, les fraises sont sorties tellement plus tôt que prévu. Ben, une chance qu'on n'avait pas tout planifié parce que c'est une chance qu'on planifie environ une semaine et demie à l'avance pour vraiment au jour le jour parce que sinon, il aurait fallu tout changer. Donc, on y va de même. Puis, on veut rester agile, flexible, de pouvoir sortir sur l'actualité, des trucs qu'on n'avait pas vu venir non plus, qu'on veut sauter dessus, ben, on le fait. Puis encore une fois, une chance qu'on l'a pas fait avec les nouvelles mesures et tout. Quand on est revenu des fêtes, ben on a proposé des trucs pour le télétravail, pour les enfants à la maison. Donc, si on avait un planning qui était trop fait en avance, il aurait fallu tout refaire. Fait que il y a ça. Puis bien sûr, ben nous, on priorise toujours nos plateformes. On a un média qui est local, tu sais. Donc, on essaie de toujours commencer par notre site web, nos infolettes, donc nos plateformes, tu sais, qui sont propriétaires. Puis ensuite, on va décliner sur les Facebook, Instagram et autres de ce monde. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on va fonctionner. Puis comme tu disais, tu sais, qu'est-ce que je mets sur, je sais pas, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, tout est relié avec la stratégie, mais après, c'est sûr qu'il y a une question de gros bon sens. On connaît notre audience sur l'ensemble de ces plateformes-là, puis on essaie vraiment d'adapter les contenus selon les formats, bien sûr, de ces plateformes-là, donc d'avoir une déclinaison qui est adaptée, mais aussi un ton qui va plaire à ce type d'audience-là. Mm-hmm. Puis comment vous avez fait le premier jet vers TikTok? Parce qu'on s'entend, je suis Ouais. zéro la génération TikTok. Là. En fait, moi, j'étais la génération 32 ans dans quelques semaines. J'étais la génération comme, ben, évidemment, Facebook, là, Facebook, Instagram. Ouais. Puis comme vraiment collé par les fesses à Snapchat. J'ai vraiment jamais embarqué sur Snapchat. Puis on dirait que tout le monde que je connais a complètement débarqué de Snapchat. Là, comme Ouais. ça n'existe plus. Puis là, TikTok prend de la genre comment je pourrais dire, de la en L'attraction. puissance. Ouais. Puis moi, c'est comme 0 et une barre. Comment vous vous lancez là-dedans une Ouais. marque qui, on s'entend, à la base, là, comme point natal de Ricardo, ça s'adresse quand même à une tranche de population qui est plus âgée, tu sais, qui vont faire, ben je dis âgé, là, comme qui sont, tu sais, on s'entend, ça ne s'adresse pas à du 13-21, là, Ricardo Média, là, à la base complètement. Donc, à quel point TikTok, c'est, comment je peux dire, ça fit dans votre audience, comment vous l'avez un peu mixé, là? Ben, c'est premièrement, il n'y a pas d'âge aussi pour commencer à cuisiner. Fait que nous, on se dit que peu C'est importe sûr. à quel âge on peut les accrocher pour les outiller en cuisine puis avoir plus d'autonomie alimentaire, ben tant mieux, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas le Okay. premier réflexe, on s'entend, tu sais. Mais oui, c'est nous, on pense toujours à eux, tu sais. Le premier appartement, par exemple, c'est comment qu'on peut les aider à bien cuisiner puis manger sainement. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très intéressant. Fait que ça, c'est un point. Mais tu sais, c'est beaucoup lié à une consommation TikTok qui est très personnelle. Moi, pour te dire, j'ai toujours essayé d'éviter d'aller sur TikTok parce que je me disais, hey, là, je passe déjà trop de temps en ligne, tu sais, au travail, le soir, à regarder même les Pinterest, tu sais, en alimentation, c'est quand même souvent super inspirant. Ouais.
je peux pas m'ajouter une autre plateforme. C'est impossible. Là. J'avais déjà même C'est moi, je me mets impossible. des limites, là, tu sais, pour, je pense, j'ai 30 minutes pour Facebook et Instagram, tu sais, fait que par jour que je veux T'as pas genre screen dépasser, time là. sur Apple, Ouais, là? ouais, exact. Je veux, tu sais, Ouais, j'essaie, ouais. là, puis là, des fois, je mets une minute de plus, puis 15 minutes, mais bon, ça, c'est entre toi Ah puis ouais. moi. Fait que j'essaie vraiment, tu sais, de limiter. Fait que je repoussais ça, puis là, un moment donné, ben, c'est Ricardo lui-même qui arrêtait pas de m'envoyer des TikTok. Parce qu'on s'entend, tu sais, de plus en plus, puis là, on le voit dernièrement, là, il y a plein de tendances alimentaires qui émergent de TikTok. En fait, si je regarde Ouais, toutes les tendances de l'année, là, 2021, c'est toutes des tendances TikTok. Les Baked Feta Pasta de ouais. ce monde, les Cloud Bread, etc. Donc, ça vient tout de TikTok. Puis là, un moment donné, j'ai flanché, là, je me suis dit, bon, ben là, si mon grand praton m'envoie des TikTok, faut au moins que je sache comment fonctionne la plateforme. Donc, Puis, il y a quel âge, Ricardo? mon Ou Dieu, à je peu ne sais même pas près son âge par cinquantaine? cœur. Juste un peu plus que 5 ans. On va dire ça de même. Ouais, ça, début cinquantaine. Ouais, Fait que, tu sais, début si lui, il cinquantaine. en consomme, puis il t'en envoie, c'est parce que clairement, there's something going on, là. Mais oui, mais il est toujours en avant de tous là pour ça là. Tu sais, super. OK, C'est la locomotive là en avant souvent. Il a fait c'est son cool, ça. vlog aussi durant la pandémie. Il est vraiment vraiment actif de ce côté-là. Fait que ça c'est super le fun là. Pour nous, pour une équipe numérique, ça nous motive, ça nous inspire beaucoup. C'est Ça clair. nous donne aussi un beau terrain de jeu, tu sais, qui a confiance en nous. Donc ça, fait que j'ai Ah, puis vous mettra pas de downloadé. restrictions aussi, là. Non, ben non, non, on a vraiment une belle liberté de ce côté-là, donc ça c'est le fun. Puis tu sais, on a quand même notre jugement, on n'ira pas trop loin, mais bon. Donc moi j'ai commencé aussi d'un point de vue marketing à avoir de plus en plus de marques sur TikTok, plus aux États-Unis, mais tu sais il y avait eu le stunt avec Ocean Spray qui avait été fait, il y avait Duolingo qui commençait à sortir, le Washington Post, tu sais je voyais des beaux exemples, puis je me disais il y a quelque chose là. Hmm. Puis je l'ai vraiment proposé comme ça à Alexandre. Je disais, hey, on se fait ça un petit projet de cégep. De juste mettre du C'est contenu ça sur que tu me disais TikTok. la dernière fois. J'ai dit ça de même. Puis là, regarde, je vais vivre avec cette expression-là tout le temps, mais je l'ai vraiment dit comme ça. J'adore ça. Donc, on essaie juste de mettre du contenu là. On se fait pas trop une grosse stratégie. On y va vraiment juste pour voir, y a-tu une réaction? Est-ce que ça vaut la peine de mettre l'énergie là? Tu sais, avant de passer trop de temps aussi à préparer, moi, je suis vraiment dans l'action. J'aime mieux qu'on Hmm. prenne plus de temps à le faire qu'à le préparer. Donc, on a sorti des commentaires sur notre site. Puis un des premiers TikTok, c'était un commentaire par rapport à quelqu'un qui avait dit qu'il avait eu la diarrhée après une recette. Donc, on s'est dit, oh mon Dieu, Des on peut bonnes pas jokes de faire ça. caca, c'est excellent pour commencer. Exact. Mais tu sais, on était là, ce commentaire, il n'y a aucun bon sens. Mais TikTok, c'est une plateforme que la tonalité est tellement champ gauche qu'il faut comme s'essayer là. Puis je me rappelle même à l'interne, on était comme, oh mon Dieu, on fait ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, j'avais même des sueurs froides, là, je pense, avant qu'on le publie. Puis ça a été incroyable. On a eu après ça, je pense, 30 000 abonnés dans les premières semaines. Fait qu'on a dit, OK, il y a quelque chose là, on peut faire quelque chose, mais c'est un peu un chaos désorganisé. On y va vraiment selon les tendances, selon nous, qu'est-ce qu'on veut faire. Selon la réponse aussi, puis c'est pas mal ça. Puis le dernier qu'on a fait, ben c'est le fameux Slay Challenge. Puis je dis on, mais j'ai rien à voir là-dedans. C'est vraiment Ricardo et Alexandre, mais qui ont surfé sur une tendance, qui ont écrit un contenu original, puis ça a tellement performé. Tu sais, c'est Ricardo qui twerk presque. Là. Donc c'est vraiment C'est c'est incroyable. super à gauche, mais ça nous permet d'aller chercher des plus jeunes qui peut-être n'auraient pas pensé à cuisiner plus ou à apprendre un peu l'alimentation de ce côté-là. Hmm. Puis on vient les chercher par une poignée qui est l'autodérision et l'humour, puis ça fonctionne bien. Et moi, si ce jeune-là, au final, il apprend à cuisiner, par exemple, le tofu, grâce à un TikTok, ben, mission réussie. Ouais. C'est ça. C'est vraiment, vraiment très cool. Puis je pense que ça doit fitter aussi dans la mission de l'entreprise, là, tu sais, dans le sens que si votre, mettons, mission à votre core, là, tu sais, à votre essence même d'entreprise, c'était vendons le plus d'outils de cuisine, ben clairement, ça marcherait pas faire des TikTok. Parce que les Non, c'est gens ça. vous verrez venir 1 kilomètre à la ronde de bon, t'essaies juste de me plugger tes machines, tes produits, tout ça. Mais vu qu'il y a vraiment un sentiment de justement d'aider les gens, à sensibiliser les gens à mieux cuisiner, d'être plus outillés, puis autant les plus jeunes que les plus vieux, ben c'est là que cette plateforme-là fait du sens parce que vous l'exécutez dans l'optique d'aider et non de dire ils vont acheter notre machine à pain d'ici 3 mois, puis sinon ça marchera pas. Fait Non, c'est que non, vraiment pas clairement, ça. ça fait beaucoup de Ouais. sens. On est vraiment dans OK. l'éducation, l'inspiration, l'accompagnement de ce côté-là. Puis bien sûr, le côté de manger ensemble. Là, fait que c'est ça qui est très, très important. Ouais. Très important, très rassembleur aussi Exact, c'est ça. comme chose. Là. Ça vient chercher les gens parce que tout le monde se nourrit
on espère 3 fois par jour. Malheureusement, c'est pas tout le monde, mais mettons, la plupart des gens se nourrissent, on va dire, 3 fois par jour. Donc, c'est quand même 3 étapes, 3 fois par jour qu'on fait Ouais. ça. Donc, quand on parle de bouffe, c'est sûr que tout le monde est touché par ça, là. Il n'y a pas grand Mm. monde qui se nourrit avec des petits sacs à longueur de journée, là. Non, on n'espère pas. Il faut que ce soit plaisant, ces 3 fois-là. Là. C'est ça Mm. notre objectif aussi. Exact. Puis justement, hey, quelle introduction phénoménale. 3 fois par jour, on se nourrit. Là, je vais parler de 3 fois par jour, puis d'Alexandre Champagne, puis de Ricardo. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est de là qui est partie la marque 3 fois par jour avec Marilou, c'est que justement, elle avait un problème ben, en fait, qu'elle mangeait pas assez, puis que je pense qu'elle était anorexique ou justement, elle avait un problème de mauvaise consommation de nourriture, puis elle voulait apprendre à bien cuisiner, bien manger, puis surtout bien se nourrir. Fait qu'elle a fait. En fait, puis tu sais, c'est que son image même de marque est partie d'un besoin essentiel, puis souvent qui est une problématique pour des gens. Fait que tu sais, vu que tu sais, on voit que c'est sincère, ben, ça a Mhm. eu de la portée. Ouais, Fait exact. que voilà. Euh, Justement, c'est notre bonus de podcast, parler de ce petit bout-là. Je me souviens plus de la date exacte. Je crois que c'est genre le 12 décembre, quelque chose dans ce genre-là. J'ai fait justement euh, un post LinkedIn à ce sujet-là. Mais là, on va dire que c'est le 12 décembre parce que je me souviens plus. Je vais retrouver la date pendant que tu parles. Mais là, tu te lèves un matin, comme n'importe quel autre matin. Tu travailles chez Ricardo Media. Et là, il y a 52 000 messages à propos d'une histoire qui s'est passée sur Internet pendant la nuit. Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben moi je pense que je suis en train de boire mon petit thé, là, bien tranquille. J'ouvre mon téléphone, j'ouvre mon ordi, je fais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? J'ai plein, tu sais, des messages textes, des messengers, des Slack, des courriels. Là, je commence à regarder ça. OK, donc Alex Champagne a décidé qu'il changeait. C'est la photo de couverture pour Ricardo, la photo de profil au lieu d'être Marilou, c'était Sœur Angèle, puis plein de publications. Donc là, bien sûr, nous, on est là, faut embarquer là-dedans. Tu sais, on s'entend, on aime beaucoup 3 fois par jour quand même. Tu sais, même sur des entre guillemets, c'est deux marques qui sont dans le même secteur. Tu sais, on est beaucoup nous dans la compétition. Là. Moi, c'est un terme que Ouais. j'adore. Là. Mais tu sais, deux entreprises connexes, mais quand même qui coopèrent malgré tout, qui ont des champs d'expertise similaires. Puis on s'est dit avec Alexandre cette journée-là, qui est gestionnaire contenu communauté chez nous, ben il faut faire quelque chose. Il faut embarquer là-dedans. Puis là, bon, on a dit, bon, on va faire la même affaire. On va changer la photo de couverture qu'on a en ce moment avec c'est Ricardo pour Marilou. Donc, ça a juste été un petit clin d'œil. On s'entend, la photo de couverture, absolument, il n'y a aucune traction sur une photo de couverture. Mais là, ça n'a pas arrêté. Puis les 25 000 réactions et autres. Mais tu sais, ça, moi, qu'est-ce que j'adore? C'est les moments numériques que j'adore. Tu sais, c'est Ce magique. que tu parlais un petit peu plus tôt, là. Ah, moi, Que j'adore quand ça, t'as tu sais. pas. Peu importe ce qui était prévu cette journée-là, a comme pris le bord, là, Ah, parce que c'est dans tasse, là. l'instantanéité, là. Ouais, ouais, la recette de muffin, elle va être publiée demain, là, tu sais. On y va vraiment à 100% là-dedans. Tu sais, c'est rien qui est organisé, on s'entend. C'est pas, ça n'a pas été fait pour être un coup marketing en tant que tel. C'est vraiment, nous, on a vu Mm. ça. On s'est juste dit, faut surfer la vague. Bien sûr, on s'est mis à commenter sur les plateformes aussi 3 fois par jour. Mais tu sais, ça arrive souvent des petits trucs comme ça. Il y avait même eu, je me rappelle juste avant ça, c'était Matt Duff qui avait publié juste un statut qui disait c'était durant le temps des conserves, Ricardo devrait sortir une ricaneuse, tu sais, pour les conserves. Ben, on a pris ça, puis on a fait un faux Photoshop d'un produit Ouais. Ricardo qui serait la ricaneuse, puis on l'a mis tout de suite après, puis tellement le fun, tu sais, ça je l'enseigne en plus dans mon cours, le fameux newsjacking. Ben, c'est vraiment Mhm. important là, de sauter sur la nouvelle, parce que si la marque, elle parle pas, ben, on dirait qu'elle évite un peu, puis elle n'ose pas aller là. Puis comme tu disais, même quelques jours après, même dans la saga Mardo, on essayait d'aller ailleurs, puis ça marchait pas. Tu sais. Les gens, ils Les revenaient gens tout ils le temps. revenaient constamment. Ouais, ils voulaient du Mardo, puis là, tu vois, ça s'est soufflé un petit peu, mais il y a vraiment cette folie-là qui était autour. Puis moi, j'adore quand c'est, oui, des gens de marketing, mais des amis ou des proches qui sont pas là-dedans du tout, qui m'en parlent. Ben là, ça, c'est le plus grand succès. C'est que ça sort de notre industrie. C'est monsieur, madame, tout le monde qui Mm. aime ça, même s'il ne sait pas que c'est peut-être une initiative marketing ou une initiative médias sociaux. Ça, pour moi, c'est vraiment un grand succès. Puis tu sais, des fois, là, quand je parle avec des gens, ils me disent, ah, en marketing, il faut tout évaluer, tout analyser, regarder les chiffres, la data, puis tout ça. Est-ce que vous avez fait une étude ou regardé ce que ça a généré comme portée ou, tu sais, on s'en fout,
la portée était là, peu importe la taille, puis l'important, c'est le message que ça l'a donné, puis est-ce que vous avez vraiment analysé les résultats puis les retombées ou c'est comme, c'était une action spontanée que, justement, qui est pas, même pas partie de vous autres, vous avez juste comme surfé la nouvelle puis vous avez fait un peu du newsjacking. Fait c'était quoi votre un peu post-mortem de ça ou Mhm. la vision que vous en avez eue après? Ben, c'est sûr que quelques jours après, on va analyser à la bonne franquette. On va voir, y a-t-il plus d'abonnés sur nos pages? OK. Est-ce que le taux d'engagement, ça a été quoi? Puis on va le comparer bien sûr avec d'autres publications, mais c'est vraiment fait à la bonne franquette. On l'a fait, on voulait le faire sur le moment. On s'est pas dit, ah, on va le faire pour gagner des abonnés. Aucunement. C'est juste, ça nous tente. Mm. En tant qu'entreprise, il faut embarquer dans le moment, puis c'est tout. Puis on s'est dit, ah, les gens, nos abonnés, ils vont aimer ça. Ça va, encore une fois, ça va leur donner un sourire dans le visage cette journée-là. Puis les commentaires étaient unanimes. Le monde disait, vous avez fait ma journée, 3 fois par jour, Alexandre Champagne et Ricardo. Fait que, je te dirais que des fois, faut pas trop regarder les chiffres, puis plus, encore une fois, le qualitatif. Mais c'est sûr qu'on va le regarder rapidement, mais est-ce qu'on se base là-dessus pour se dire qu'à une prochaine fois, est-ce qu'on va sauter ou non sur la nouvelle? Non, on va sauter dedans si on trouve que, selon notre jugement, il faut embarquer dans le jeu. Mm. Comme tu disais tantôt, le gros bon sens va venir comme vraiment planer par-dessus ça là, pour Ouais, ouais. le travail, là, parce qu'on peut pas évaluer chaque opportunité comme dans un fichier Excel puis avec des données. Là. À un moment donné, il faut aussi user le gros bon sens. Puis est-ce que ça fit aussi avec l'essence de la marque? Puis est-ce que Mm. ça fit aussi avec nos core values, donc nos valeurs fortes d'entreprise? Là? Exactement. Puis selon moi, ça devrait être ça pour toute la création. C'est un beau mélange de, oui, mon jugement, mon inspiration, ma spontanéité, mais d'aller chercher aussi des données pour confirmer des fois ça. Moi, c'est sûr, là, je vais souvent dans Google Analytics voir qu'est-ce que les gens mangent ces temps-ci, c'est quoi qu'ils cherchent qu'ils ne trouvent pas. Puis je vais regarder aussi les tendances plus haut niveau, c'est quoi que les restaurateurs ils font, c'est quoi qu'il y a dans les épiceries qui est nouveau, puis je vais combiner les deux ensemble. C'est le profil communication, marketing UQAM, puis le profil e-commerce HEC. Là, j'essaie vraiment d'avoir les deux Mm. parties de mon cerveau ouvertes. Puis moi, qu'est-ce que je serais triste, c'est d'un marketing qu'il y a juste soit trop de data ou soit trop de créativité. Il faut que les deux ils Ouais, travaillent ensemble, puis c'est ça qui livre, selon moi, les meilleurs résultats. un heureux mélange des deux est toujours parfait. Exact. Euh, Puis c'est drôle parce que j'essaie toujours En fait, je pense que ma vie a été dictée et guidée sur un heureux mélange des deux, puis ça fait suer mon partenaire Nicolas. Parce que toutes les fois qu'on fait de quoi, je suis comme c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Il me semble que l'entre-deux serait comme juste parfait. Fait que je suis plutôt d'accord avec avec tout ce statement-là. Écoute, on est déjà 55 minutes in. J'ai passé toutes les gros. Puis ça a passé extrêmement Ben vite en ouais. passant. Euh, j'ai passé toutes les grosses questions que je m'étais données. Honnêtement, ça a été un plaisir de te recevoir sur notre podcast, Maud. Tu as été super généreuse. Merci beaucoup de nous avoir expliqué, partagé un peu ton background créatif, comment aussi tu perçois les différentes plateformes, comment vous l'utilisez aussi chez Ricardo, puis un peu ton day-to-day. Ça a été super instructif, super pertinent. Puis je te laisse, avant que j'amène la conclusion finale, là, je te laisse avec le mot de la fin si tu veux saluer tout le monde. Ben merci JP, plaisir partagé. C'est un bonheur. Puis j'espère que ça va faire qu'il y a plus de gens qui vont s'amuser aussi en contenu, puis prendre peut-être des fois un peu plus de risques, même si on a des craintes là, de comment ça va être reçu. Merci, puis bon succès pour les prochains épisodes. Ben, merci beaucoup. Puis, si les gens veulent prendre des risques, faites comme mode, faites des projets de cégep. Ouais, Donc, exact. Je vous conseille des projets de quand, cégep à répétition. exact, quand on m'a parlé de projet de cégep, moi, je parlais moi, j'appelle ça des projets, souvent des side projects ou des MVP qui appellent en anglais, c'est des minimum viable product, là. Fait que c'est un projet, en fait, un produit minimum viable ou un projet. Donc, tu sais, dire, je fais la version minime pour juste dire que ça marche, mais je l'ai pas trop perfectionné, pas trop peaufiné, pas trop passé une tonne de temps. Ouais. Puis je trouve que c'est une excellente façon de fonctionner. Fait que oui, en création de contenu, des fois, puis en fait, ce podcast-ci en est un excellent exemple. Quand on a commencé, on était en pandémie, on a installé Riverside, on a pris des ordinateurs, on s'est donné une couple de sujets, puis on a dit Mm. on y va. Puis finalement, on est quelques billets d'écoute plus tard, un an plus tard, puis tu sais, clairement, le taux de réponse est bon. Puis si on s'était cassé la tête comme des débiles à dire, OK, la formule, l'intro, il faut une musique, ah là, fais ci. Tu l'aurais peut-être Peut-être ça pas n'aurait fait. jamais vu le Non, jour. tu l'aurais peut-être pas fait. Ouais, exact. Mm.
On l'aurait pas fait, ça l'aurait peut-être pas vu le jour, ou peut-être on aurait tellement mis d'efforts pour peu de résultats que ça nous aurait fâché. Là, le seul effort qu'on met vraiment, c'est de prendre les bons invités, de penser aux lignes directrices, puis de faire un pré-dialogue. Mais mis à part ça, je pense que tout se fait dans l'exécution puis dans le fait que tu le fais. Donc, you Puis actually do something. je suis sûre que tu en tires plus de plaisir en ce moment. Parce que tu y vas dans la simplicité, puis c'est vraiment ça. Puis le MVP, c'est drôle que tu dis MVP parce que moi, le projet de Cégep, c'est mon petit nom pour MVP parce que tout le monde me demandait ça veut dire quoi. Là, j'étais tannée de dire Minimal Viable Product, fait que j'étais là, bon, ben, ça va être projet de Cégep. Mais, tu sais, je suis sûre que tu en tires encore plus de plaisir en ce moment à le faire. T'as vu, ça a été super simple. Nous, on s'est écrit, on le fait-tu? Ben oui, on le fait, puis c'est tout. Mais c'est ça. Bien d'accord avec toi. C'est la simplicité amène des excellentes choses. Ben, Maud, je te remercie encore une fois. Puis c'est ce qui conclut notre épisode numéro 1 de la saison 2 du podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web Rablab. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on est qui. Je peux pas comprendre comment vous avez pu écouter 1 heure d'épisode si vous ne savez pas on est qui. Donc, Rablab, on est une agence de marketing web spécialisée en marketing de performance. On fait du référencement organique, de la publicité sur les médias sociaux, publicité sur les moteurs de recherche. Puis la performance numérique, en réalité, c'est quoi? C'est tout ce que vous dites que vous faites comme publicité, mais que vous avez de la misère à aller chercher concrètement des résultats. Donc, on vous aide à aller chercher le petit extra mile, les petits résultats pour faire la différence dans votre entreprise, pour vous aider à croître. Donc, Maud, encore une fois, je te remercie beaucoup, puis on vous dit à une prochaine fois pour notre épisode numéro 2 qui devrait sortir d'ici quelques jours ou semaines.